monter sur scène. On les accueille bien fort et je les présente un à un. Sébastien Laurent, il est le directeur du Technicentre SNCF d'Oulin. La SNCF engage la révolution digitale dans l'entreprise. Le Technicentre, qu'est-ce que c'est? Réponse dans quelques instants avec Sébastien Laurent. Mais dès lors, je peux vous donner une petite information. Le Technicentre est labellisé vitrine régionale de l'Alliance pour l'industrie du futur. Bonjour. Sylvie Guignard, elle arrive elle aussi sur ce plateau. Elle est la présidente de Timonier. Son grand rêve était de travailler dans l'espace, le spatial même. C'est toutefois sur Terre qu'elle apportera sa technicité. Elle est à la tête d'une PME innovante. Petite info complémentaire et pas des moindres, elle a 150 ans d'existence. Certes, Sylvie, vous ne les faites absolument pas. Deuxième info, et comme elle avait encore un petit peu de temps et beaucoup d'énergie, elle est aussi vice-présidente de la Fédération des industries mécaniques. Bonjour Sylvie. Patrice Bélier, l'entreprise qu'il représente, a aussi 150 ans d'existence. Ses valeurs sont la collaboration, l'innovation, l'esprit d'entreprise et la création de valeur. Il nous parlera des femmes et des hommes dans le 4.0. Il est le directeur des opérations à Raymond France Groupe Familial. Bonjour. Enfin, Arnaud Chandlou a vécu une expérience extraordinaire hier soir puisqu'il s'est fait hypnotiser. Dirigeant d'une entreprise familiale de taillage d'engrenages, il a commencé à travailler avec son père dès l'âge de 11 ans. Ça, c'est pas bien. Il y en a qui se sont fait prendre. Développement, performance. Ah, petit cadeau. Il m'expliquera tout de suite pourquoi ce petit cadeau souvenir. Alors, ces mots sont développement, performance, sur mesure et l'homme, des objectifs qu'il va atteindre aujourd'hui. Et je vous rejoins. On peut les accueillir encore très fort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah écoutez, je ne me rappelle pas, bonjour à tous tout d'abord. Je ne me rappelle pas de tout et c'est un petit souvenir d'hier soir puisqu'il paraît que j'ai parlé chinois. Ah donc, oui, c'est vrai, on me l'a dit. C'est un petit cadeau qu'on m'a fait donc je vous le C'était à la soirée des trophées, je pense que vous y étiez peut-être. Bon, bah, j'espère que je ne vais pas parler chinois et j'espère que je ne vais pas me tromper sur vos prénoms et sur vos noms, hein, parce que je peux déraper. Alors, je n'ai pas été très sympa avec vous, je dois l'avouer, parce que pour commencer cette conférence, je vous ai demandé deux choses. En 1 minute chrono, voire 2 minutes chrono. Vous l'avez oublié, Sylvie, vous avez le droit d'aller le rechercher. Qu'est-ce que j'ai pu leur demander? Je leur ai demandé leur propre définition de l'industrie du futur. En 1 minute, vous imaginez déjà l'exercice. Vous êtes content d'être assis et de ne pas être à leur place. Et comme je suis une fille très sympa, je leur ai demandé de prendre avec eux un objet qui symbolise pour eux cette industrie du futur. Ils ne m'ont pas dit quoi. Alors, on commence par qui? Qui veut se lancer? Honneur aux dames. Allez, Sylvie. Alors déjà, l'industrie du futur, pour moi, c'est un vrai projet de société. Mais société avec un grand S. C'est une véritable opportunité qu'on a aujourd'hui de pouvoir se projeter à la fois dans la société qu'on a envie de construire et la société dans laquelle on a envie de vivre demain sur le territoire français. Donc nos entreprises, clairement, sont au cœur de ces enjeux. Et aujourd'hui, on a à la fois un bouleversement technologique auquel il faut répondre, un bouleversement en termes d'appétence de nos collaborateurs et puis des concitoyens sur ce qu'on a envie de faire dans une société dans laquelle on travaille et dans laquelle on trouve du plaisir à travailler. Et puis, je dirais aussi des véritables enjeux en termes de bouleversement, que ce soit en termes environnemental, sociétal, en termes de formation. Et l'industrie du futur, c'est directement une des réponses qu'au niveau national, nous avons cherché à mettre en place pour essayer de coordonner un peu et d'apporter un semblant de grande direction vers laquelle on souhaitait aller au niveau français. Alors, avant de nous exposer votre objet, quelques mots sur votre entreprise? Alors, Timonier, c'est une PME qui conçoit et fabrique des machines d'emballage souple. Donc pour le médical, par exemple, nous fabriquons des machines qui font les poches de perfusion, qui les remplissent. Dans l'agroalimentaire, ce sont les sachets d'Oipac, les sachets souples qui tiennent debout, dans lesquels vous retrouvez les pâtes à gâteau, les compotes, le sucre. Pour la détergence cosmétique, ce sont les berlingots de Javel d'adoucissant. Et le dernier pan d'activité, qui est une activité de soudure et non pas de remplissage,
nous destinent aussi bien à faire des pare-soleils de voiture que des gilets pare-balles, des protège-cahiers, des sacs pour Louis Vuitton. Voilà, donc un pan très, très divers concernant la soudure, la haute technicité de soudure des matériaux plastiques. Et l'objet symbolique? Alors l'objet symbolique, vous n'allez pas voir grand-chose parce que vous n'allez pas le voir à l'écran, mais je vous le montre. Alors, on a des petites caméras qui peuvent peut-être, je ne sais pas. Alors là, en l'occurrence, c'est là-bas. Là-bas. Bon, je ne sais pas ce que vous arrivez à voir. Mais en l'occurrence, ça, c'est un mur. Ce sont les photos des collaborateurs qu'on a fait il y a 2 ans. Je vais tourner la photo. Et là, en fait, vous avez l'usine. Et je vais vous montrer où est situé ce mur. Ici, d'accord. Et là, en l'occurrence, sur ce mur qu'on a appelé un concentré de talent, c'est la photo de mes collaborateurs de l'époque. Donc à l'époque, nous étions 60, maintenant on est 75. Et pour moi, typiquement, timonier, c'est une somme de talents. Voilà, timonier, c'est ça. Ce sont les collaborateurs qui sont chez moi et qui me permettent, hier comme aujourd'hui, comme demain, de pouvoir imaginer ce que va être l'aventure de timonier, sachant effectivement que l'aventure, elle a commencé avec la machine à coudre, que nous ne faisons plus du tout ça aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui sur la machine d'emballage, et peut-être demain, qui sait, peut-être sur de nouvelles aventures aussi. En tout cas, c'est une jolie histoire. À vous de jouer. Allons-y. Donc la question. La question. Bon, bah, c'est pour. L'industrie du futur, pour vous, c'est quoi? Votre entreprise et votre objet. Et l'objet. L'industrie du futur, c'est une superbe opportunité, je pense, de redonner envie aux jeunes générations, je pense, de s'intéresser à l'industrie. Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'intervenir dans des écoles d'ingénieurs il y a quelques semaines, quelques mois. Et quand on leur parle d'industrie du futur, on met des étoiles dans les yeux. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une super opportunité de redonner envie dans ce métier, dans ce domaine d'activité pour les jeunes ingénieurs. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est un superbe levier de productivité et puis de performance et de compétitivité pour l'industrie, quelles que soient nos industries en France. Voilà. Donc je fais très court. Pour moi, c'est les 2 points essentiels que je retiens. Quelques mots juste pour expliquer. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est que la SNCF, je pense que tout le monde sait. Ouais. Par contre, juste 2 mots pour expliquer ce que c'est que notre métier industriel, parce que c'est un métier qui est finalement assez peu connu du grand public et même d'autres industries. On est, nous, sur une activité industrielle un petit peu derrière le rideau de back-office. Et donc, on est en charge, on est une dizaine de sites industriels en France à être en charge de la réparation et des maintenances lourdes, soit sur les matériels ferroviaires, soit sur les équipements ou les pièces qui constituent ce matériel. Voilà, donc moi je suis le patron aujourd'hui d'un site industriel qui est en banlieue lyonnaise, à Oulin, la Mulatière, et qui est spécialisé aujourd'hui sur la réparation de pièces. Donc c'est vraiment le métier de la maintenance. Réparation de pièces de type moteur électrique ou convertisseur et carte électronique. Voilà. Mon objet. Et l'objet. Voilà. Alors, mon objet, il est juste lié, quand vous m'avez posé la question l'autre jour, j'ai juste voulu faire un objet en lien avec l'actualité vraiment de ces derniers jours sur le site. Il se trouve que parmi toutes les briques qu'on est en train de mettre en place sur le site actuel pour préparer notre transformation, qui aboutit au déménagement dans un site tout neuf dans 2 ans, un site industriel tout neuf qu'on est en train de concevoir à Vénissieux, j'ai demandé à mes équipes qui aujourd'hui travaillent sur un Fab Lab qu'on vient d'ouvrir sur le site, de réfléchir à un objet, et je pense que cet objet-là, il reflète bien à la fois nos transformations et la manière dont l'objet a été fait. Il s'est passé à peu près 24 heures entre l'idée et la fabrication de l'objet. Donc ça montre aussi les méthodes agiles de développement, et c'est un objet qui est un objet en plexi, découpé On le voit bien là. grâce à une machine laser, gravé grâce à une machine laser, et avec des petits supports, je le montrais tout à l'heure, imprimés en 3D. Évidemment, et sur cet objet, c'est surtout l'image qui est aussi intéressante. Cap sur 2019, puisque dans 2 ans, on déménage sur un site industriel tout neuf. Et sur cette image, en fait, on reconnaît les 4 révolutions industrielles qu'on a connues, nous, qu'on est en train de connaître pour la dernière sur le site industriel actuel, avec une première image qui représente la machine à vapeur, puisque le site d'Oulin fabriquait des machines à vapeur il y a un peu plus de 100 ans. Le passage aux locomotives électriques, l'arrivée effectivement de l'informatique et de la 3e révolution industrielle, et la dernière qu'on est en train de construire avec des capteurs, des objets, des robots. Voilà l'objet que je voulais apporter aujourd'hui, mais je le garde par contre. Vous me le donnez pas? Non, c'est pas prévu. Ah là là. En tout cas, je trouve que l'image et le symbole est assez pertinente. Patrice Bélier, vous êtes avec nous aussi. Même question. L'industrie du futur, pour vous, ça veut dire quoi? Votre entreprise et votre objet. Bonjour.
Donc, avant de donner cette définition d'entreprise du futur, j'ai envie de dire déjà que la première question à se poser dans l'industrie du futur, et tout part de là, c'est d'abord bien sûr la question du pourquoi et du pourquoi faire. Et quand on s'intéresse à cette question, on va retrouver finalement dedans d'abord tous les challenges que les femmes et les hommes de l'entreprise vont avoir à relever demain. C'est là qu'on va parler de rapidité, c'est là qu'on va parler de collaboratif, de travail en réseau, de flexibilité, de responsable, de temps réel. Et du coup, ensuite, c'est seulement à ce niveau-là que les technologies vont apparaître pour supporter les femmes et les hommes de l'entreprise pour aller vers ces challenges-là. Et donc finalement, l'industrie du futur, c'est quoi? C'est comment supporter les femmes et les hommes de l'entreprise pour relever les challenges qu'ils vont avoir à relever demain. Ça, c'est certain. Votre entreprise, en quelques mots? Alors la société à Raymond, donc société familiale de 150 ans d'histoire, 5 générations de dirigeants de la famille à Raymond. Notre métier, c'est l'assemblage, la fixation par clipage ou par collage, très orienté aujourd'hui dans l'industrie automobile, même si ce n'était pas le cas dans le passé, puisque la première invention était le bouton pression. Et aujourd'hui, donc à 93% dans l'automobile, mais également présent un peu partout dans l'industrie. On va nous retrouver dans le domaine de la santé, on va nous retrouver dans le domaine de l'énergie. On va dire finalement un petit peu partout où il y a des problématiques d'assemblage. Et votre objet? Alors l'objet, justement, c'est moi qui retourne la question, justement, mais je vous ai presque déjà donné la réponse. C'est quel est cet objet? Alors attendez. Voilà, là, je vous pose la question. Je vais... je ne sais pas, c'est un bouton. Voilà, De c'est un jean. bouton. Alors, je ne l'ai pas trouvé par terre. Cet objet, en fait, c'est tout simplement les 150 ans d'histoire industrielle, 150 ans de valeurs humaines qu'on retrouve au sein de l'entreprise à Raymond, puisque c'est une des premières inventions en fait, de la société, il y a 150 ans, en 1865. Et pourquoi j'ai choisi cet objet-là? Tout simplement parce que l'enjeu de l'entreprise du futur pour nous est finalement de projeter l'entreprise dans les 150 prochaines années. Et est-ce que j'ai le droit de le garder? C'est un joli objectif. Hein. Et non plus, je suis désolé. Oh C'est là une là. version collector. Il me le rend bien, ma petite blague. Hein. Voilà. Merci. Alors, juste pour la petite histoire, je vous fais une petite démonstration quand Allez-y. même, pour vous montrer finalement qu'il y a une thématique qui revient souvent dans l'industrie du futur, c'est le mot connecté. Oui. Vous voyez? Et donc, je vous fais une démonstration avec le petit bruit, où on voit finalement qu'il y a 150 ans, on était déjà dans la connexion. Oui, c'est certain. Arnaud Chandiouf, même question. Votre définition de l'industrie du futur, votre entreprise et votre objet. Alors, l'industrie du futur, alors je n'ai pas la prétention de dire ce qu'est l'industrie du futur, mais je dirais déjà que l'industrie du futur, j'y suis depuis que je travaille dans l'entreprise. Le futur, c'est tout le temps. C'est pas que demain, c'était déjà hier, hein, finalement. C'est retour vers le futur, un petit peu. Pourquoi l'industrie du futur? C'est une innovation permanente, c'est une production permanente, c'est une adaptation permanente. Je rejoins madame qui disait que la société évolue dans tous les sens, le mode de vie évolue, et donc l'entreprise évolue avec le mode de vie. C'est-à-dire qu'on doit à chaque fois innover, on doit à chaque fois être performant, et on doit à chaque fois s'adapter à ce changement qui a lieu tout le temps. Donc l'industrie du futur, elle a commencé il y a longtemps, et elle continuera toujours. Voilà. Pour moi, c'est ça l'industrie du futur, c'est toujours s'adapter. Et pour être effectivement, comme on disait, performant, garder le savoir-faire dans le futur, donc on le garde tout le temps, ça passe par des formations, voilà, c'est ça le futur, c'est toutes ces choses-là. C'est une organisation aussi, ça c'est important. Dans l'industrie du futur, comme avant, hein, il faut être organisé. Voilà, l'organisation, ça passe par des outils, effectivement, par une production améliorée, et effectivement tout le temps. Voilà, c'est ça l'industrie du futur pour moi. L'entreprise Chandio, en quelques mots, c'est une histoire de famille. Alors, exactement. Donc, c'est une entreprise qui a été créée par mon papa il y a 37 ans. Donc, il a commencé tout seul dans le garage de sa maman. Donc, il faisait de l'usinage de pièces mécaniques en pièces unitaires. Donc, son travail, c'était toujours de dépanner, de faire de la pièce de réparation. Et puis, au fil du temps, donc, il s'est développé dans le taillage d'engrenages, puisqu'il a une formation de tailleur d'engrenages. À l'époque, il travaillait à la CATEP à Courbevoie.
Et puis on a toujours gardé ce savoir-faire, enfin on a développé ce savoir-faire. Aujourd'hui nous sommes 35 personnes et nous sommes spécialisés dans la fabrication de tout type d'engrenages en pièces unitaires. Donc on a gardé cet esprit de réparation, d'urgence, de pièces de maintenance, donc pour dépanner les clients. Donc tout type d'engrenage dans tous les secteurs d'activité, puisqu'aujourd'hui nous avons à peu près 4000 clients sur toute la France, dans tous les secteurs donc. Et on on fabrique des engrenages de A à Z selon un plan ou un modèle pour tout type d'activité. Voilà. Alors, votre objet symbolique de l'industrie des futurs n'est pas du tout celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est un objet connecté, parce que pour le coup, je le connais, mais connecté à vous. Voilà. Alors en fait, il n'est pas du tout futuriste, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, mais il a un lien quand même, puisque c'est un dictaphone. Voilà. Donc, un dictaphone, vous avez tous la fonction sur votre téléphone. Moi, je veux me couper du téléphone, parce que le téléphone, c'est un outil pour téléphoner. Et moi, j'ai un dictaphone, puisque en fait, comme je disais tout à l'heure, on est en permanence en évolution dans tous les domaines, que ce soit côté humain, que ce soit côté matériel, que ce soit côté organisation. Et on a toujours plein de choses à penser. Et moi, toutes mes pensées, toutes mes idées, je les mets là-dedans. Et au fur et à mesure, donc, je me réécoute et je les mets en place. Voilà. C'est un outil qui me permet d'évoluer, donc d'être dans l'industrie du futur, mais avec un objet qui n'est pas si futuriste que ça. Et j'ai une petite anecdote quand même. Un dictaphone a été utilisé à l'époque par une personne que vous connaissez tous, qui s'appelle Claude François. Donc Claude François avait en permanence sur lui un dictaphone. Voilà. Et vous voyez, aujourd'hui, les chansons de Claude François existent encore et vous en savez tous encore dessus, donc c'est bien la preuve que c'est un outil futuriste. Donc, moralité, les produits de Chandiou resteront encore plus loin que 150 ans. Ah, tout à fait, j'y compte bien. C'est ça. Je fais tout pour. Alors, le sujet sur lequel on va aborder, vous savez, l'industrie du futur, on voit bien que les entreprises, grands groupes, PME, ETI, sont parfois un peu hésitantes à y aller. Même si Max Blanchet, ce matin, a bien posé le cadre et a donné finalement cette ligne, l'ensemble de nos trois binômes nous ont expliqué comment ils travaillent et ils mènent le jeu. Vous l'avez dit très bien tout à l'heure, être dans le futur, c'est le travailler dès aujourd'hui, dès maintenant, et y compris dans ce salon de l'industrie. Toutefois, chez vous, qu'est-ce qui a déterminé le go? Ça y est, je me lance dans cette action de l'industrie du futur, et avec qui vous êtes entouré. Je propose qu'on commence par vous, parce que vos demandes, elles étaient de groupe et elles étaient urgentes. Il y avait 2 événements qui ont déclenché tout ça. Quels étaient-ils? Racontez-nous votre histoire. C'est vrai que souvent, Sébastien. quand il y a des grands changements à gérer, c'est créé par une situation d'urgence, et nous, on en a vécu une. Le constat qu'on a fait il y a quelques années d'une baisse forte de notre charge industrielle à gérer dans les années qui viennent, pour plein de raisons, hein, internes ou externes. Une concurrence vive, et de plus en plus vive sur notre secteur et notre activité industrielle, puisque si je reprends un vieux slogan, je crois, du constructeur Renault, qui mieux que Renault peut maintenir ma Renault, évidemment, nous on maintient des équipements ferroviaires fournis par des équipementiers, des constructeurs de trains, qui se positionne très fortement aussi sur ce sujet de la maintenance. Donc une concurrence qui s'intensifie, une baisse de charge industrielle et qui, nous, à Oulin, nous impactait quand même énormément. Donc ça, c'était un premier élément déclencheur pour dire on a besoin de renouveler, de modifier notre organisation, nos activités et notre outil industriel. Premier élément. Deuxième élément, et c'est tombé au même moment, et c'était un bel hasard, le groupe SNCF, globalement, a engagé une démarche autour du digital très très importante il y a quelques années, avec une première saison du digital qui a surtout touché les applications commerciales et le client final, mais c'est aussi le Wi-Fi à bord des TGV, enfin c'est toutes ces applications-là qui touchent le client final. Et il y a une deuxième saison du digital qui a été lancée par l'entreprise et la direction de l'entreprise début 2016 et qui portait notamment sur l'Internet industriel. Voilà. Et donc pour notre site et par rapport au projet que l'on mène aujourd'hui, il y a eu 2 éléments déclencheurs. Le besoin de revoir notre activité face à une baisse de charge industrielle et la révolution digitale de l'entreprise et notamment de l'Internet industriel qui pour nous sont 2 opportunités finalement pour mener le projet de transformation qu'on est en train de mener. Et avec le qui, comment on construit cette équipe et quelle personnalité vous mettez autour de vous pour travailler sur ces 2 sujets? Alors bon, là je pense que je vais peut-être dire une banalité, je pense que ça a été dit beaucoup à nombreuses reprises ce matin, avec qui? C'est avec l'ensemble des personnels.
et l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'est un énorme enjeu de management et d'accompagnement au changement, c'est de faire en sorte que ce projet-là ne soit pas un projet d'un chef de projet, d'une équipe projet et d'une équipe de direction, mais ce soit le projet de tout le monde. Ça, c'est le premier point. Et par contre, je citerai quand même aussi des partenaires extérieurs, et ce qui nous a fait un bien fou pour nous, grands groupes, et parfois avec ses points faibles de lourdeur et d'inertie. Ce qui nous fait un bien fou dans le projet aujourd'hui, c'est de travailler et de s'entourer de partenaires extérieurs, notamment de start-up. On travaille beaucoup avec des start-up dans le domaine du digital, sur les objets connectés, les capteurs connectés, des sujets de géolocalisation qu'on est en train de tester, on fait des POC, etc. Et on est en train d'industrialiser les premières solutions après avoir fait ces prototypes. Et donc de s'entourer aussi de partenaires extérieurs, type start-up, ça nous fait un bien fou et ça rafraîchit énormément nos process de projet. Merci beaucoup Sylvie Guignard. Vous, c'était plutôt finalement une réalité qui vous sautait aux yeux. C'est tous les métiers évoluent extrêmement vite et il faut vraiment s'y adapter. Alors quel a été concrètement votre go pour l'industrie du futur? Alors il y en a eu deux. Le premier est déjà directement lié à la naissance même de l'industrie du futur, parce que c'est une aventure qu'on suit dans les différentes organisations syndicales ou centres techniques dans lesquelles je suis impliquée depuis plusieurs années. Donc parmi les 13 fondateurs de l'Alliance, je faisais partie des comités de direction ou des conseils d'administration de 3 d'entre eux. Donc ce sont des sujets sur lesquels je travaille depuis très longtemps. Voilà. Intrinsèquement, je suis câblée comme ça, déjà au départ. Et puis le deuxième événement, c'est qu'en fin 2013, j'ai racheté l'entreprise Timonier, dans laquelle je travaille depuis plusieurs années. Et à travers le rachat, j'ai modelé l'entreprise à ce que j'étais. Et donc, pour moi, le go pour l'entreprise Timonier a été effectivement consécutive au rachat. Mais c'est une photo que j'ai décrite aux collaborateurs au moment où je leur ai annoncé que je venais de racheter l'entreprise. Voilà, donc en leur disant qu'effectivement, on allait commencer un nouveau bout d'histoire. Voilà. Et quelle réaction du coup Alors, ils me connaissaient depuis quelques années déjà, idée. donc je ne les ai pas forcément pris par surprise. Par contre, ça faisait déjà un certain nombre d'années que j'étais dans l'entreprise, qu'il y avait encore les anciennes générations de dirigeants qui étaient encore en place, même si on co-dirigeait, qu'il n'est pas possible de faire de changement culturel en gardant en place un ancien mode, en faisant cohabiter un nouveau mode très participatif. Là, on est sur un mode très traditionnel et très exécutant. Donc j'ai attendu. Et au moment où j'ai racheté, j'ai dit voilà, on va passer à autre chose. Je leur ai dit deux grandes choses. La première chose, c'est qu'on avait chez Timonier un vrai savoir-faire d'artisan, avec toute la beauté du geste du savoir-faire de l'artisan, puisqu'on est sur de la machine spéciale, donc on fait vraiment l'unitaire. Et je lui ai dit, mais ça, on va apprendre à le professionnaliser. Et la deuxième chose, c'est que je leur ai dit, voilà, j'ai de la chance d'être avec 55 collaborateurs, puisqu'à l'époque, on n'avait que 55. Et 55... talents qui ont des vraies compétences. Et j'ai dit, je ne veux pas être plus intelligente que vous sur vos métiers. Donc n'attendez pas de moi de vous indiquer ce qu'il faut faire. Je vais vous faire grandir chacun dans vos compétences pour que vous soyez encore meilleurs que ça. Je vais vous apprendre à travailler ensemble. Et on va être plus fort à 55 que moi toute seule. Voilà, aidé de 55 collaborateurs. Et ça a vraiment été les deux piliers que j'ai posés sur la table au moment où je leur ai parlé du rachat. Et après, derrière, ça fait 3 ans qu'on écrit la feuille de route. Et là, d'ailleurs, je profite pour remercier un peu tous les partenaires de la région qui nous aident là-dessus, parce que c'est pas forcément évident de faire des changements culturels dans des entreprises. Oui, comme vous le disiez, voilà, une équipe interne, mais aussi de partenaires pour donner ce goût reste fondamental. Patrice Bélier, pour vous, l'élément déclencheur, le go, il a été déterminé par quel élément, événement ? En fait, devant poussé par nos clients, poussé par nos marchés et poussé par les changements de notre environnement, derrière, en fait, ce sujet industrie du futur est tout simplement notre réponse stratégique. Nos marchés, je l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement automobile. Ce sont des pièces de 4,5 centimes en moyenne. Un âge moyen des pièces de 15 ans, même si on en crée beaucoup chaque année, en fait, il y a énormément de pièces qui sont reconduites et qui vivent très longtemps. Rincé par 3% de productivité par an. Le moindre incident qualité, c'est un coût de 250 €. Un autre chiffre, un arrêt de chaîne, par exemple, sur le Renault-Nissan Qashqai en Angleterre, représente 37 500 € la minute. Nos pièces, on en a partout.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si nos pièces n'arrivent pas, elles peuvent provoquer cet arrêt de chaîne. Donc tout simplement, en fait, ce que nous demande notre environnement, c'est de plus en plus de finesse de pilotage, du contrôle permanent. Et du coup, voilà, le déclic est là. Et en parallèle, ça c'est d'un côté sur nos marchés, de l'autre côté, on a tout ce qui est évolution sociétale que l'on subit, que l'on vit plutôt dans la société, avec des gens qui ont envie de changer de travail beaucoup plus souvent qu'avant. Donc moins de spécialistes, des difficultés de recrutement, etc. Donc c'est vraiment une concomitance entre tous ces points-là qui font que l'industrie du futur, pour nous, est directement, en fait, on est à un moment charnière, et cette industrie du futur est tout simplement nécessaire pour pouvoir continuer à exister dans nos domaines. Pour le coup, il n'y a pas de go, no go, on trace la route et on suit... C'est finalement une suite logique. Une suite logique. Tout à fait. Merci beaucoup. Arnaud Chandiou, quel a été l'élément qui a déclenché votre go? Je crois que vos témoignages vont se complémenter, hein, enfin vont être sensiblement les mêmes, puisque c'était vos clients aussi qui vous ont imposé à passer ce cap. Oui, alors, on a déjà eu un peu ce cap de l'industrie du futur, mais il y a longtemps, c'est quand on a acheté nos premières commandes numériques. Quelque part, c'était un peu déjà ça. J'ai eu vraiment l'impression de passer dans le futur, effectivement, dans l'industrie du futur, le jour où j'ai investi dans un robot. Voilà, j'ai créé un robot, un îlot robotisé, donc avec le programme RoboStart PME. On a créé un îlot robotisé. Alors, cet îlot n'était pas le but, c'était pas de remplacer l'homme, hein, loin de là. C'était, et là je leur ai expliqué, hein, il fallait trouver les mots justes, hein, parce qu'il fallait pas faire peur à tout le monde. Mais ce robot avait pour objectif d'être complémentaire, pardon, excusez-moi, à notre fabrication et donc à la demande des clients. C'est vrai qu'on était spécialisé, nous sommes toujours spécialisés dans la pièce unitaire, donc il y a besoin du savoir-faire et de la main de l'homme, puisque le robot ne peut pas tout faire. Mais effectivement, nous avons eu un retour, hein, une forte demande sur des petites séries qui ne sont pas à la fois de la pièce unitaire, mais qui n'est pas non plus de la grande série. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui voulaient se lancer là-dedans. Et donc, il fallait trouver une solution pour pouvoir continuer et développer. En fait, ça nous a permis de développer plein de choses, et notamment, je dirais, la petite et moyenne série, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de pièces sont faites sur ce robot, sur cet îlot robotisé. Et donc, en fait, c'était ce déclic. C'est un moment, c'est quand il a fallu développer une nouvelle production où j'ai eu ce déclic de dire il faut qu'on passe sur une partie robotisée et donc un peu sur l'industrie du futur. Voilà, c'était vraiment ça. Et avec qui vous avez fait ce premier pas? Avec toutes les équipes, hein, avec tout le personnel. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, il fallait trouver les mots justes pour l'expliquer. En fait, qu'ils allaient avoir un nouveau collègue. Hein, on l'appelle K parce que c'est un robot. Vous l'appelez K? Voilà, ouais, c'est ça. Mais vraiment, tout le monde a collaboré, hein, de toutes les équipes, de l'organisation, des méthodes jusqu'à la production. Tout le monde aujourd'hui, je dirais même, participe de plus en plus, puisque ce robot tourne de plus en plus. Tout le monde s'intéresse de plus en plus. À chaque fois qu'on passe devant ce robot, tout le monde a toujours les yeux grands ouverts, comme un gamin qui découvre son cadeau au pied du sapin. Et donc, oui, vraiment, toute l'équipe a participé. Vous avez travaillé avec des partenaires extérieurs pour vous aider à lancer les choses? Oui, alors donc, on a travaillé avec le CETIM, et puis, bien sûr, d'autres... il y a les banquiers aussi, hein, qui nous ont aidés. Il a fallu les convaincre aussi, parce que tout le monde n'est pas convaincu au départ de passer de passer ce cap, hein, du robot. Mais effectivement, le CETIM nous a beaucoup aidé. À mettre en place ce nouveau moyen de production, cet îlot robotisé. Ouais, ça a pris quasiment 1 an, voilà, pour mettre tout ça en place. Et par contre, on a mis après 6 mois pas de réglage, mais d'adaptation. Et aujourd'hui, c'est vrai que cet îlot, ce robot, est complètement rentré dans les mœurs, quoi, et dans les habitudes des collaborateurs. Alors on continue avec vous parce que vous parlez collaborateurs. Oui. Effectivement, quand on passe ce pas de l'industrie du futur, les techniques de management
change, mais j'ai envie de dire industrie du futur ou pas. On voit bien qu'on est dans un monde où tout évolue, on arrive à des ruptures, qu'elles soient économiques, de production et de management. Alors vous, comment vous avez repensé votre management dans votre entreprise? Comment ça se passe? Des clés, des astuces pour les personnes qui nous écoutent? Alors, j'ai pas vraiment de clés ou d'astuces. En fait, bon, c'est notre travail de tous les jours, hein, de manager les gens. Comment vous expliquer? Est-ce que K, votre robot Oui. K que vous appelez, il a changé la manière de manager vos équipes Est-ce que vous avez vu une évolution? Non, pas Des spécialement. pratiques Non, nouvelles à mettre en place. Au niveau du management des gens, c'est pas le robot. Le robot n'a pas changé la façon de manager les gens. Ça a changé un petit peu notre façon de travailler, certes, mais pas de manager les gens. Aujourd'hui, ce qui change notre façon de manager aujourd'hui, nous, c'est surtout autour de l'homme, tout à fait, c'est normal, mais on a ce rapport très humain dans une boîte familiale où on a l'impression d'être le papa un petit peu de tous ces enfants. On est très proche de nos collaborateurs et moi, ce que je veux que l'homme se sente bien dans l'entreprise. Donc, on a un management très familial, vous voyez. Très familial, voilà. Comment vous dire? C'est pas facile à expliquer. Chacun participe, Alors, vous donnez des règles, ou finalement vous les travaillez ensemble, ces règles? Non, on les travaille ensemble. Alors, j'ai mis en place, une petite astuce, tiens, j'en ai une qui m'est venue maintenant que je repense. On a mis en place tous les 3 mois ce qu'on appelle les vendredis 3D, qui s'appelle Dialogue, détente et découverte. Voilà, on a trouvé un petit mot, hein, chacun peut y appeler comme il veut. Donc, où j'invite tous mes collaborateurs un vendredi à manger, d'accord? Je les invite tous à manger, mais tout le monde, donc on se retrouve à 35. Hein. J'en profite pour faire un petit point sur l'activité, sur ce qui se passe, sur les nouveautés, sur ce qui se passe, ce qui est bien aussi, pas que ce qui est pas bien, hein. On dit aussi ce qui va bien. Ensuite, il y a ce moment de détente où on mange tous ensemble et là, on parle de tout. Je vous parlais tout à l'heure d'entreprise familiale et aujourd'hui, chacun peut parler de sa famille, de ses enfants, de son week-end. Donc ça permet un petit peu une meilleure cohésion, hein, une meilleure cohésion de tout le groupe. Et puis après, on fait un petit point sur ce qui va se passer dans les mois après. Donc c'est le futur, hein, tous les jours. Donc on parle sur ce qu'on va mettre en place, les nouveaux marchés qui arrivent, la nouvelle organisation. Et en fait, c'est notre style de management, c'est ça, c'est être proche des gens, c'est s'adapter aussi à la vie des gens. C'est ça notre façon de manager aujourd'hui. Merci beaucoup. Patrice Bellé, sur comment doit-on repenser, selon vous, cette question de management dans l'industrie du futur? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui doit être mis en place? Là, on arrive en fait pour nous vraiment au point clé. Avant d'attaquer ce sujet, j'ai envie d'envoyer à la volée déjà quelques mots. Des mots tels que servant leader, des mots tels que laisser s'exprimer les talents, organisation à plat, moins de hiérarchie, libérer les organisations. Et finalement, c'est un mélange de tout ça, en fait, les challenges. Et tout à l'heure, on a parlé des challenges. J'ai dit que l'industrie du futur, c'était avant tout, il fallait se poser la question du pourquoi. Dans le pourquoi, on va retrouver tous ces challenges qu'on aura à relever. Maintenant, on va se dire, mais comment on va faire pour pouvoir y apporter des solutions? Si on s'assoit à côté de nos collaborateurs, et ça a été très bien dit par mon collègue, si on s'assoit, on prend le temps de s'asseoir à côté de nos collaborateurs, de leur poser tout simplement la question, à côté de chacun d'eux. Qu'est-ce qui aujourd'hui te gêne dans ton travail? Qu'est-ce qui est pénible? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus vite? Comment tu pourrais faire pour gérer 2 postes, pour avoir d'autres compétences? Plutôt que d'essayer d'arriver avec des solutions toutes faites, si simplement on pose la question de façon très simple aux gens. Imaginez par le nombre de collaborateurs, sur Arémont France, on en a 750, c'est 750 idées, 750 cerveaux. Et c'est ça en fait le grand pas qu'on doit faire dans les modifications d'organisation. Le grand challenge, c'est au lieu de profiter de quelques cerveaux dans la société qui vont amener des idées dont la plupart n'iront pas au bout, parce que de toute façon les gens ne vont pas se les approprier, si on arrive à mettre des organisations en place pour profiter des 750 cerveaux, là, à ce moment-là, ça va devenir naturel. On a un accompagnement au changement naturel. Et à ce moment-là, en plus, les gens vont pouvoir vraiment s'exprimer,
Donc imaginez simplement les conséquences en termes d'engagement. Oui, Donc toutes les clés de l'organisation, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à libérer nos organisations. Je ne sais pas si on peut en arriver à l'entreprise libérée, certains y sont arrivés, mais déjà, avant de se dire d'arriver à ce but ultime de l'entreprise libérée, si déjà on prend toujours soin de libérer nos organisations de façon à libérer nos talents et laisser s'exprimer les gens, déjà on est sur la bonne voie. Mais comment on fait pour libérer, comme vous dites, ces talents? Vous avez mis des actions en place. Tout à l'heure, Arnaud parlait des vendredis 3D. Quelles sont vos petites mises en place? J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit. Vous allez parce que piquer ce que les je trouve vendredis 3D, c'est ça? Je viendrai Non, vous mettre mais- en place si vous voulez. En fait, ce que je trouve formidable, c'est que quand on entend un dirigeant d'une entreprise familiale parler, sur le moment, il a l'impression qu'il ne va pas savoir que dire. En fait, il dit des choses avec beaucoup de naturel, qui sont tout simplement ce qu'on vit tous les jours, même dans une entreprise familiale un peu plus grande. Je retrouve exactement les valeurs et la même simplicité et le même factuel qui est énoncé, et c'est assez édifiant. Tout simplement, ce qui a été dit, c'est faire avec ses collaborateurs. Les vendredis 3D, on est dans le prendre le temps de s'asseoir à côté d'eux pour prendre ses idées. Donc finalement, en fait, les clés, elles sont là. Comment vous en donner plus? Comment on fait? Comment on fait? C'est de se dire qu'on a des organisations qui sont issues du hiérarchique depuis des années, qu'en effet, il faut un petit peu moins de hiérarchique, qu'en plus, on est dans des organisations où les hiérarchiques, souvent, sont issus finalement d'un merci. Un merci, tu as bien travaillé, donc tu deviendras manager. Donc c'est aussi ça qui a bloqué nos organisations hiérarchiques, c'est qu'on n'a pas toujours les bons managers en place, alors que ces gens peuvent exprimer des talents ailleurs. Donc il faut en effet prendre du temps pour repenser nos organisations et les alléger de façon à ce qu'elles soient le plus à plat possible. Et ensuite, c'est prendre l'habitude dans les décisions d'entreprise, c'est de travailler avec les gens. Et ce avec est vraiment quelque chose d'essentiel, de façon à ce que tout le monde avance ensemble. Alors on a vu que toutes ces évolutions entraînaient forcément des changements de métier naturels. Donc qui dit changement de métier, voire nouveau métier, dit formation. Comment vous travaillez cette question chez vous? Alors, la formation, alors ça c'est en effet un deuxième sujet très important, un vrai sujet. Je ne suis pas tellement inquiet aux formations aux nouvelles technologies. Finalement, des filières sont en train de se créer. Les gens ont finalement beaucoup d'appétence pour ces nouvelles technologies. Donc pour moi, ceci va se faire naturellement, comme ça s'est fait au fil des années. Et simplement par la motivation et l'appétence, les choses se feront assez facilement. Par contre, je suis beaucoup plus inquiet sur les métiers plus traditionnels, dont on aura encore besoin demain. Je parle du métier de la mécanique, du métier de l'outillage, où aujourd'hui, on a de moins en moins de spécialistes, où on n'arrive plus à attirer des jeunes dans ces métiers-là. Et donc la bonne question à se poser, c'est comment les technologies vont pouvoir nous aider pour redorer l'image de ces métiers, nous aider à former. On parlait tout à l'heure, précédemment, dans les démonstrations de la réalité augmentée, comment la réalité augmentée, par exemple, peut être un support à la formation pour ces métiers-là. Et en même temps faire en sorte, en se disant que demain, on sera dans un monde où on aura moins de spécialistes et plus de polyvalents. Donc comment faire aussi en sorte par ces technologies que les spécialistes puissent venir supporter les polyvalents pour pouvoir assumer les mêmes tâches demain. Alors justement, vous me faites une super belle transition pour Sébastien Laurent, puisque effectivement, Sébastien, quand on a préparé cette interview, vous me disiez, nous c'est quand même extraordinaire, parce qu'on a des pièces qui sont vieilles de plus de 50 ans d'âge, et en même temps, on est dans cette pleine révolution digitale. Donc c'est jamais évident effectivement de travailler, comme vous le disiez très justement, sur ces anciens métiers qui perdurent et intégrer cette nouvelle jeunesse et pour les nouveaux métiers. Alors comment ça se passe chez vous sur cette question de management de métiers, de nouveaux métiers? D'où l'importance de l'homme au cœur de l'industrie du futur, enfin en particulier sur nos métiers où finalement, comme vous le disiez, il y a des pièces qu'on répare tous les jours et même la même pièce qui arrive d'un jour sur l'autre n'a pas la même panne. Donc à chaque fois, c'est une découverte, un diagnostic, un dépannage et beaucoup de savoir-faire des gens pour faire la bonne réparation. Et c'est souvent beaucoup d'artisanat. On répare des pièces qui, y compris pour ceux qui le connaissent, dans les Pyrénées, il circule
un petit train qui s'appelle le train jaune, qui est un monument historique. Je suis de Perpignan, je vis Voilà, à Zivis. qui est un monument historique très bien. et on répare les moteurs de traction de ce train-là de temps en temps. On n'en fait pas beaucoup, et donc c'est un moteur qui est centenaire. Voilà. Et donc il faut faire ça, et en même temps il faut pouvoir réparer aussi les moteurs de dernière génération à aimant permanent par exemple. Et donc c'est beaucoup de compétences des gens. Et en termes d'accompagnement, d'évolution de notre management et de nos formations, je voudrais citer une chose par rapport au management, et c'est un terme, je pense qu'on utilise beaucoup dans le digital, c'est les méthodes agiles. Et c'est effectivement accepter dans des entreprises comme la nôtre, où on n'a pas forcément l'habitude de le faire, d'accepter de prendre des risques, d'accepter de se tromper, et d'accompagner les gens dans ce sens-là, de les pousser à développer leurs idées, et en les accompagnant, d'accepter des fois qu'on se trompe, sans grandes conséquences dans la plupart des cas. Donc méthode agile, je pense que c'est vraiment un sujet d'accompagnement pour ces technologies et de management. C'est aussi des recettes assez standards de l'excellence opérationnelle finalement, d'être beaucoup sur le terrain, de faciliter pour les managers d'équipe leur temps de présence sur le terrain, et leur alléger leurs tâches administratives, et passer le moins de temps possible dans un bureau devant un ordinateur. Donc c'est libérer du temps pour les chefs d'équipe. Travailler en petit collectif. Donc on avait, nous, une organisation il y a encore 2 ans qui était assez difficile à gérer pour les chefs d'équipe, qui se retrouvaient avec 50 ou 60 personnes à manager, donc avec beaucoup de difficultés à traiter les irritants du quotidien. Donc on est passé en petit collectif sur des équipes qui font 15-20 personnes, pas plus par chef d'équipe. Et là, du coup, les irritants sont traités, remontés et traités du coup de manière assez autonome par les équipes. Donc c'est des petites recettes finalement assez classiques aussi d'excellence opérationnelle. Sur les aspects formation, bon, on a un très bel enjeu. Alors je voulais, on a parlé de l'âge de nos moteurs. Je voulais revenir tout à l'heure, Max Blanchet a cité les 19 ans, je crois, d'âge moyen de l'outil industriel en France. Alors nous, on est au-dessus de la moyenne, on est à 25. À 25 ans sur notre site actuel. Donc on a vraiment tous les jours besoin de faire le grand écart entre les nouvelles technologies et les anciennes technologies sur le site. Donc ça passe par de la formation, ça passe par du transfert de compétences entre les anciennes générations et les plus jeunes. Et je pense que les outils du digital, toutes les nouvelles technologies de l'industrie du futur sont un vrai levier pour intéresser davantage les plus jeunes générations au métier. Voilà. Alors, bon, je ne suis pas un grand spécialiste de la sociologie, on parle de génération Y, de génération Z. On a des générations de jeunes aujourd'hui qu'on a chez nous, on a pu avoir du mal à intéresser et à impliquer dans le travail. Mais aujourd'hui, de les faire travailler un peu en pointe sur des sujets de développement de nouvelles technologies, d'objets connectés, d'analyse de données, de digitalisation, c'est un vrai outil pour se faire rencontrer les anciennes générations qui ont leur savoir technique, qui ont encore leur petit carnet noir où sont notées leurs expériences, et les jeunes générations qui apportent des outils nouveaux. Et aussi des partenariats avec des écoles que vous mettez en place pour notamment l'école centrale, je crois, oui. C'est ça, hein. Oui, on a signé un partenariat avec l'école centrale de Lyon il y a plus d'1 an. Et là, bon, là aussi, c'est beaucoup de fraîcheur, puisqu'on accueille beaucoup d'élèves, que ce soit pour des stages, des projets en cours d'année ou même de l'alternance. Nous-mêmes, on va de temps en temps intervenir sur le campus pour parler d'industrie du futur ou d'autres choses. Et c'est très enrichissant pour tout le monde. Voilà. Alors Sylvie, vous m'expliquiez quand on a préparé cet entretien que finalement sur la question du management, les 2 mots que j'ai retenus, c'est changement et effectivement fédérer, et la réticence des fois que certains collaborateurs peuvent avoir à changer de pratique et d'intégration. Comment vous travaillez sur ces sujets ? Alors je pense que déjà une des plus grandes parties difficultés de partie de transformation de l'industrie du futur, ça va être pour le management. C'est sûr. Très clairement. Et en particulier pour ceux qui ont vécu toute une partie de carrière où le management, c'était donner des directives, c'était retracer un peu les attentes de manière descendante, et puis c'était de gérer un peu au quotidien, transformer au quotidien les attentes qui venaient du haut, à un métier qui change fondamentalement, et qui est un métier de facilitateur, un métier d'un accompagnateur qui va aider les équipes à grandir et à créer. Voilà. Fondamentalement, de passer de ce métier-là, enfin de ce câblage-là à l'autre,
vraiment un grand écart. Parce que là, on n'est pas en train de parler d'une formation que l'on met en place, où l'on vient juste apprendre à une technicité ou autre. On travaille sur l'humain. Et honnêtement, c'est vraiment le matériau le plus noble, mais le plus compliqué aussi. Voilà. Donc, vraiment, pour eux, il va y avoir de vrais enjeux sur ceux qui se mettent en place. Je dirais, si j'ai peut-être un retour d'expérience à faire en tant que dirigeant avec ce qui s'est passé ces 3 dernières années, personnellement, moi, j'ai sous-estimé effectivement cette révolution. Je me suis axée au départ vraiment sur les collaborateurs et la base. Alors, on est vraiment sur l'entreprise familiale, donc les collaborateurs, je les connais tous, on se voit tous les jours. Oui. Moi, mon 3D, c'est tous les jours à midi quand je suis au milieu d'eux, où on est en train de manger ensemble à midi. Voilà, on a vraiment acté sur comment transformer mes collaborateurs qui font le boulot en des véritables acteurs actifs. Et au passage, j'ai un peu oublié les managers. Et franchement, je pense que je ne leur ai pas facilité la tâche. Donc aujourd'hui, on est en train de corriger le tir. Mais c'est vrai que si j'ai un conseil à vous donner, un retour d'expérience, voilà, pensez vraiment à eux parce que la tâche n'est pas facile en ce qui les concerne. Après, pour expliquer, je vais peut-être prendre juste une image que j'ai utilisée en interne lors d'une réunion du personnel, parce que quand on est dans des changements culturels, il y en a qui sont à fond dedans alors qu'on a commencé à appuyer sur le bouton, et puis d'autres, au bout de 2 ans, ils ne comprennent toujours pas ce qui leur arrive et ils sont toujours dans un flou total. Donc, je leur ai pris une image. J'ai dit, voilà, il y a 3 ans en arrière, il y avait un bus avec un chauffeur de bus. Vous montiez dans le bus et puis le bus vous emmenait d'un point A à un point B. Donc, c'était très clair, on n'avait pas à se poser de questions, tout le monde allait au même endroit, il y avait un seul bus, un seul conducteur. J'ai dit, moi, je suis partie d'un postulat très différent. C'est que vous avez tous le permis, vous avez tous des moyens de locomotion qui sont très différents. Donc sur mon slide, j'avais mis un tracteur, j'avais mis un véhicule, un jeune conducteur, un apprenti, j'avais mis une Ferrari, enfin, j'avais mis plein de choses. Donc, voilà, vous êtes vraiment équipés de moyens de locomotion différents. Et on est au point A, on va aller au point B, sauf que je vais vous laisser la possibilité de choisir le chemin pour y aller. Et je vais utiliser l'intelligence du manager, pour ceux qui en ont besoin, de vous laisser plus ou moins de liberté, ou de vous permettre de vous donner des indications plus ou moins poussées en fonction de la manière dont vous avez besoin de fonctionner pour être efficient. Donc pour certains, les directions vont vous indiquer l'autoroute, la sortie qu'il faut prendre, les aires d'autoroute, les stations de service et autres. Puis il y en a d'autres, il va vous laisser vous perdre dans la campagne parce que c'est là que finalement vous allez amener la créativité, vous allez amener tout votre potentiel et ce que vous pouvez amener à l'entreprise. C'est là que vous allez vous réaliser. Je dis en même temps, je vous rappelle quand même qu'il faut tous qu'on se rejoigne au point B, donc il ne faut pas vous perdre en chemin et ne pas arriver au bout. Ou pas trop longtemps. Et puis je lui ai dit, et puis la deuxième chose aussi, c'est que ça ne se fait pas de manière anarchique. Ça se fait aussi avec des règles. Sur la route, on a le code de la route, et bien c'est pareil, dans l'entreprise, on va voir déjà la loi, on va voir les règlements intérieurs, on va voir la convention, on va voir ne serait-ce que le savoir-vivre d'un collaborateur à l'autre et le respect. Voilà, donc ça ne se fait pas en totale anarchie, par contre ça se fait en responsabilité sur des chemins différents, avec des parcours différents, avec des moyens différents. Et finalement, quelles ont été leurs réactions et comment ça s'est concrétisé? Alors il y en a quelques... C'est un slide qui a été plutôt apprécié. J'ai eu pas mal de retours plutôt très positifs sur cette image-là en disant ça me permet de mieux appréhender finalement les difficultés, pourquoi j'ai ces difficultés-là. Et puis de mieux comprendre aussi finalement à quoi il sert mon manager. Parce qu'on le met aussi en difficulté, le manager, puisqu'on dit maintenant aux collaborateurs, voilà, vous êtes acteur, et il dit, ouais d'accord, mon chef il sert à quoi maintenant alors et voilà, donc de repositionner du coup sur le vrai apport du manager et comment il est en capacité de l'aider au-delà de le décharger de l'aspect administratif ou autre, mais c'est de le dire, voilà, c'est à travers lui, ça me permet de grandir. Mais effectivement, clairement, il faut que les managers soient câblés. J'accepte le droit à l'erreur, je suis dans l'expérimentation, on écoute un peu les collaborateurs. Et ce que je trouve génial, c'est que toutes ces petites graines là que je plante depuis 3 ans, là, en ce moment, c'est le printemps, ça commence à germer partout. Et c'est vraiment chouette parce que du coup, j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui sont force de proposition sur des projets, qui se mettent par 2-3 pour venir me présenter le projet, pour en parler à des managers qui n'est pas forcément le leur, parce que c'est pas forcément eux que ça va concerner directement, ou parce que le groupe s'est constitué avec des composantes différentes de l'entreprise, pour proposer des choses. Voilà, en particulier, pour l'instant, on a des discussions sur la fabrication additive à utiliser dans le cadre de notre prototypage. J'ai des sujets sur la qualité de vie au travail, j'ai des sujets sur les organisations.
Ça fleurit un peu de partout en ce moment, c'est vraiment sympa. Donc c'est impliquer, fédérer et agir ensemble dans votre entreprise. C'est ce que vous menez, en tout cas les actions que vous menez depuis à peu près 3 ans. Et on est ravis que ça fleurisse maintenant et finalement assez rapidement. Parce qu'il faut quand même laisser, on le voit bien dans toutes les expériences qu'on a eues, le temps au temps. L'industrie du futur, c'est maintenant, mais il faut aussi savoir accepter d'y donner une notion, une dimension temps. Et tout industriel que vous êtes est pressé, des fois, c'est pas toujours si évident que ça. Sur l'autre question qu'on a souhaité aborder avec vous, on a vu cette partie du management, de la formation qui est fondamentale, mais finalement cette industrie du futur, elle va amener, ça va être quoi les prochains défis finalement organisationnels? On commence avec vous, Sébastien. À quoi il faut penser? À quoi on va être amené à évoluer? C'est pas la question la plus simple. Hein. Je regrette qu'on commence par moi. mais c'est, je pense que ça a été dit, il y a, dans l'industrie du futur, il y a tout l'accompagnement et les évolutions managériales et de pratiques managériales effectivement des entreprises. Enfin, ça me semble être la clé. Et finalement, l'aspect humain dans l'industrie du futur est quasiment la clé de voûte, d'une certaine manière, de nos transformations. Si ce truc-là n'est pas bien... en place, tout le reste s'écroule. On a beau mettre toutes les belles technologies qu'on veut dans nos usines, ça ne marchera pas. Je pense qu'on va vivre... on n'a pas tout écrit, notre histoire. Nous, on commence tout juste. Hein, donc, et avec ce déménagement qui est prévu dans 2 ans, dans un outil qui va nous faire rattraper quasiment 30 à 40 ans de retard hein, sur certains aspects industriels. On n'a pas encore tout écrit, mais je pense qu'on va devoir travailler sur des métiers qui vont quand même fortement évoluer. Même si on va toujours garder une part d'artisanat dans nos métiers, je pense notamment à la maintenance de la réparation de nos pièces. On a quand même quelques gros équipements industriels assez structurants donc des grosses immobilisations de capitaux. Et là-dessus, on va devoir se poser la question de qui va être capable de maintenir ces équipements-là. Aujourd'hui, mes équipes de maintenance sont des chaudronniers, des électriciens, des tuyauteurs, des plombiers, et qui sont très très utiles sur un site qui a 150 ans, puisque quand on répare une fuite d'un côté, il y en a une autre à un autre endroit. Par contre, demain, dans un site qui est tout neuf, avec des équipements numériques, des machines-outils modernes, connectées, qui crachent des codes défauts qu'il va falloir exploiter, donc il y a une vraie évolution de métier sur une partie de nos métiers industriels. Et je pense qu'il y a une évolution de nos métiers sur la posture client et sur le service au client. Par exemple, aujourd'hui, on vend certains types de moteurs ou certaines pièces qu'on répare avec un prix qui est moyenné. On est persuadé que demain, ça n'ira plus, ça ne conviendra plus au client qui va vouloir probablement un prix adapté en fonction de la consistance de réparation qu'on va faire sur la pièce. Donc tout ça demande une révolution extrêmement importante de nos modèles économiques, de nos systèmes d'information. Enfin, on va vivre d'énormes révolutions sur le modèle. Voilà en quelques mots ce que j'avais envie de dire. Et vous êtes prêts? Vous y travaillez? Je vous dirais ça dans 2 ans. En tout cas, on s'y prépare, je pense, bien, avec un projet qui rentre dans une phase. Alors, c'est pas tout à fait le printemps, mais on a lancé notre projet de transformation il y a 2 ans avec une période qui n'était pas simple, puisque en fait, c'était les premières annonces d'un projet qui était compliqué, parce que ça signifiait un déménagement de site, l'arrêt de certaines activités, une réduction de la charge industrielle, et donc des réductions d'effectifs quand même assez importantes sur le site. On a passé ces 2 premières années qui n'étaient pas les plus simples du projet, et on attaque une période en 2017 de construction. Il nous reste 2 ans là pour déménager, mais 2017 c'est synonyme d'investissement sur le site actuel pour redéménager les équipements dans le nouveau site. C'est synonyme du début des travaux sur le nouveau site. Donc je pense qu'on est dans une phase qui va être beaucoup plus euphorique et plus intéressante. J'espère qu'on est prêt, j'espère qu'on sera prêt. En tout cas, on se donne les moyens de l'être. Oui, vous disiez en préparant aussi cette interview que votre plus grand finalement défi serait cette interaction entre plusieurs générations avec ces nouveaux métiers que vous expliquiez tout à l'heure et cette nouvelle génération, faire que tout le monde marche sur la même ligne côte à côte, et ça c'est un bel enjeu pour vous. C'est ça. Sylvie, pour vous, sur ces grands défis organisationnels demain, il faut penser à quoi? Il faut imaginer quoi? Ça va être la capacité que nous allons avoir de pouvoir travailler en dehors de notre entreprise.
parce que ça va évoluer tellement vite autour de nous, nos marchés évoluent tellement vite autour de nous, les technos, qu'on ne sera plus en capacité tout seul de pouvoir faire. Donc là où il y en a qui vont tirer des épingles du jeu plus ou moins rapidement, ça va être la capacité qu'on va avoir à pouvoir travailler à plusieurs de manière complémentaire avec des écoles, avec des partenaires, avec des confrères, avec d'autres centres, avec voilà, des centres techniques ou autres, pour venir accoler soit des technologies qui sont différentes, complémentaires et qui vont venir créer des nouveaux usages, soit arriver tout simplement à réfléchir un peu à nos usages. Et donc dans les partenaires, forcément, il y a les clients et il y a les fournisseurs pour pouvoir envisager avec eux finalement quelle pourra être la capacité qu'on a en tant qu'entreprise à pouvoir capter la valeur ajoutée. Parce qu'un des grands risques quand même que l'on a en tant qu'industriel qui avons besoin, enfin qui sont plutôt capitalistiques, hein, donc on a des vrais investissements capitalistiques, c'est de se faire bouffer la valeur ajoutée et les marges par des acteurs qui arrivent et qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont des nouvelles méthodes. C'est même pas qui n'ont pas froid aux yeux, c'est qui ont réfléchi modèles. au métier à travers l'usage, à travers des choses, à travers l'utilisateur final ou à travers même des usages qui n'existaient pas et qui viennent répondre finalement à une appétence qui va commencer à naître et qui va faire qu'on va complètement perdre le contact avec les clients que nous avions et qui ne seront plus prêts à payer effectivement ce que ça nous coûte déjà. Donc on va se retrouver avec nos marges qui vont disparaître. Et aujourd'hui, on a normalement, puisqu'on est aujourd'hui en contact avec nos clients, on est au plus près de ses besoins, normalement la capacité à pouvoir identifier ça. Donc c'est pour ça que je vous disais de pouvoir s'ouvrir au maximum parce que, il faut pouvoir entendre les signaux faibles et puis en plus, il faut pouvoir arriver à susciter un peu ce retour de questionnement, cette curiosité pour pouvoir arriver à toucher du doigt ces usages-là pour que ce soit nous qui en profitions plutôt qu'un autre acteur. Dans ce que vous disiez tout à l'heure pour vos collaborateurs, c'est-à-dire ce travail collaboratif que vous faites avec eux, le travail que vous faites aussi avec l'ensemble de vos parties prenantes de l'entreprise, fournisseurs, partenaires, clients, c'est un travail collaboratif que vous êtes en train de mener pour les actions de demain? Pas moi, mes collaborateurs. Sinon, ça ne sert à rien si je fais le nœud entre les deux. Non, ce sont mes collaborateurs que j'ouvre, c'est l'entreprise que j'ouvre à l'écosystème autour de moi. Parfait. Pour vous, sur cette question de Mac, c'est quoi les grands changements organisationnels? Comment vous y travaillez? Alors finalement, c'est un mixte de tout ce qui vient d'être dit. C'est qu'il y a déjà une grande partie en interne et après une partie en externe. La partie en interne, on en a parlé, c'est déjà préparer ces organisations en termes de management, en termes de manager. Ça, c'est aussi important. Juste pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, par exemple, notre président Antoine Raymond avait cette préoccupation en fait de la société familiale qui grandit et comment faire perdurer ses valeurs en termes de management et comment finalement ce qui était naturel dans le passé risquait de moins l'être et comment le faire perdurer. Et en fait, par rapport à ça, il a trouvé un concept de management qui est le servant leadership, qui est un concept de management qui existe et qui correspond vraiment finalement à tout ce qui vient d'être dit. C'est comment avoir des managers qui restent bien des leaders, mais qui sont des supports à leurs équipes pour pouvoir les faire s'exprimer, pour pouvoir les supporter de façon à ce qu'ils puissent donner le meilleur en fait et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc ça, c'est la partie management. Manager, c'est de faire en sorte qu'on développe plus de participatif dans l'entreprise, ça c'est important. Et ensuite, la thématique dans l'interne, c'est l'accompagnement au changement. Et l'accompagnement au changement, contrairement à des phases où je faisais un accompagnement au changement parce que je déménageais d'usine, je faisais un accompagnement au changement parce qu'il y avait une nouvelle techno qui arrivait. Finalement, on fonctionnait beaucoup plus par palier. Alors que l'enjeu dans l'industrie du futur, c'est comment faire en sorte que l'entreprise soit dans un accompagnement au changement continu, de façon à gérer un changement continu. Donc voilà, ça c'est vraiment un challenge en termes d'organisation dont les réponses vont se retrouver dans tout ce qui vient d'être dit. Ensuite, il y a l'externe. L'externe, c'est le fameux mot étendu. Dans le étendu, on pense à l'entreprise en effet de son fournisseur jusqu'à son client, comment on fait pour étendre l'entreprise du fournisseur au client. Mais c'est pas seulement ça, c'est exactement ce que vient de dire Sylvie, c'est comment en fait on arrive à ouvrir l'entreprise, à la désiloter. Donc déjà, il faut s'assurer qu'elle soit désilotée en interne. On sait que souvent, on a déjà beaucoup du travail à faire dans ce domaine-là. Mais comment aussi arriver à désiloter notre industrie de façon à ce qu'on n'ait plus peur d'ouvrir nos portes, qu'on puisse travailler en collaboration
avec notre environnement. Alors très concrètement, dans quelle phase on en est chez Arémont France? On a cet accompagnement au changement pour marquer vraiment son début, l'implication de tous et surtout d'enlever les peurs, parce qu'on sait que le frein du changement, c'est souvent les peurs. On a fait une grande journée technologique où on a pu montrer un petit peu un échantillonnage de ce qu'on peut retrouver sur ce salon aujourd'hui en termes de co-robots, en termes de réalité augmentée, etc., etc., de façon à ce que notre personnel puisse découvrir tout ça. Ça a permis de marquer finalement vraiment un go physique de ce projet-là et de ces changements. Et ensuite, par rapport à ce côté étendu, on est en train en fait de monter un consortium d'entreprises en se disant ce projet usine du futur, finalement on ne veut pas le gérer tout seul. Donc on monte un consortium sous l'impulse de Minalogic qui nous a vraiment servi de catalyseur par le biais de leur journée Open Innovation. Et en fait on a convié un grand nombre d'entreprises, il y en a 100 qui sont venus nous visiter, où Arémont France se propose de servir de bac à sable pour ces entreprises qui vont de la start-up à la PME, de façon à leur offrir ce terrain de jeu et qu'on puisse travailler avec eux en collaboration, en participatif, pour construire une vitrine usine du futur, on va dire, pour préparer notre futur ensemble. Et en même temps, justement, que permettre aussi à l'ensemble de ces entreprises, et ça c'est un peu le rôle RSE, aussi de pouvoir transformer toutes ces belles idées, tous ces produits en produits commercialisables et qui permettent de construire l'avenir. Merci. Pour vous, Arnaud, ces grands défis organisationnels qui seront à relever? Alors, le plus grand défi, je rejoins ce que disait Sylvie tout à l'heure, c'est continuer d'être compétitif dans tous les domaines. Alors, il y a déjà, pour être compétitif, il faut continuer. Le plus grand défi, c'est de continuer d'investir, d'être performant, ce qu'on disait tout à l'heure, continuer d'avoir des idées, continuer d'investir dans le matériel, dans les nouvelles technologies. Ensuite, le deuxième grand défi, c'est le côté humain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, mon plus gros défi, c'est de continuer à motiver mes collaborateurs. Ça, c'est mon plus gros défi, parce qu'aujourd'hui, on voit plein de choses, on écoute plein de choses, et les gens ont tendance à être vite démotivés. Et moi, mon plus gros défi, c'est de garder le moral, et surtout, essayer de continuer de motiver mes collaborateurs. Et enfin, le troisième grand défi qu'il ne faut pas oublier, c'est les clients, puisqu'une entreprise n'est rien sans clients. Donc il faut continuer de développer sa clientèle, continuer de donner une image de l'entreprise performante, dynamique, pour garder ses clients. Et ça, c'est un gros défi également. Voilà. Alors, puisque vous avez le micro, vous le gardez. Et je vous ai demandé à chacun de vous de travailler sur 3 solutions, 3 clés, astuces. Vous avez bien bossé, j'en suis sûre. Quelles sont vos clés? 3. Alors, je les ai notées. Les clés. Alors, clés ou solutions, c'est ce que vous nous avez demandé, voilà, sur l'homme au cœur de l'industrie. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le premier, c'est la motivation. Moi, c'est la motivation des collaborateurs. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai mis en place, il y a quelques temps, ces fameux vendredis 3D qui existent depuis, ça fait 3 ans qu'on a mis ça en place, pour continuer de motiver, de rester au plus près de mes collaborateurs. La deuxième clé ou astuce, si l'on peut dire, c'est dans l'organisation typiquement de l'entreprise. Puisque aujourd'hui nous avons une entreprise qui n'est pas libérée mais autonome. Ce n'est pas une entreprise libre, c'est-à-dire qu'en fait l'objectif c'est d'avoir des collaborateurs autonomes. Le seul chef qui est à l'entreprise, c'est moi. Voilà. Je veux pas qu'il y ait de conflit. Donc ils sont tous autonomes, ils sont tous managers d'eux-mêmes. Donc pour ça j'ai créé un tableau tout simple, un tableau Excel avec tous les postes de l'entreprise, d'accord, tous les noms des collaborateurs, et j'ai fait en sorte qu'il y ait au moins 3 collaborateurs par poste. Donc on se retrouve déjà jamais avec un poste vacant, on va dire, entre guillemets, et puis en même temps, tout le monde participe à tous les postes. Donc tous les collaborateurs sont à la fois polyvalents, et à la fois ils se rendent compte de la difficulté des autres collaborateurs à leur poste. Voilà, donc ça tourne, et donc j'ai créé c'est une petite astuce pour faire tourner les collaborateurs.
Et enfin, une troisième clé, c'est en fait, c'est d'adapter, on va dire, le mode de vie de mes collaborateurs au rythme de l'entreprise, ou plutôt le rythme de l'entreprise au mode de vie de mes collaborateurs, c'est-à-dire adapter les horaires de travail, adapter, on va dire, la vie familiale, puisque bon, aujourd'hui, tous mes collaborateurs sont quasiment mariés, des enfants, ou d'autres, quelques-uns sont célibataires, mais bon, célibataire, c'est une vie aussi très compliquée. Ils ont des besoins également. Donc aujourd'hui, j'ai adapté, on va dire, le rythme de l'entreprise au rythme de mes collaborateurs. Voilà. C'est 3 clés importantes pour moi, au niveau de l'homme au cœur de l'industrie du futur. Eh ben, en tout cas, je suis sûre qu'elles ont été notées. Sylvie, vos 3 clés, solutions, astuces. Alors moi, les 3 clés, la toute première, c'est la curiosité et l'ouverture. Il est vraiment impératif, tant pour le dirigeant que pour les collaborateurs, que de travailler cette capacité que l'on a à être curieux, à découvrir un peu tout ce qui se passe et à être ouvert à tout. La deuxième chose, c'est la remise en question, la remise en cause, d'accepter d'être remis en cause. Parce que si on découvre plein de choses et que finalement on n'en fait rien du tout, ça ne changera pas beaucoup de choses. Et puis, de toute façon, les lignes, elles vont bouger tellement vite que si nous, on n'accepte pas de remettre en cause nos propres lignes, on n'arrivera pas à bouger non plus. Et la troisième, c'est la proactivité. D'être proactif à la fois dans les propositions, dans les solutions aussi, si besoin était. Dans les opportunités en fait, qu'on peut être amené à rencontrer les uns les autres, mais qu'aujourd'hui, avec 75 collaborateurs, j'ai 75 moteurs. Ce qui est déjà pas mal, je trouve beaucoup. Sébastien, vos 3 clés. Le premier, c'est ouverture aussi. J'ai pas copié, c'était vraiment le mot que j'avais retenu dans mes 3 solutions. L'ouverture et le benchmark, je compléterai. Enfin, ça nous fait un bien fou aujourd'hui dans le projet qu'on est en train de mener de s'imposer, d'aller visiter régulièrement d'autres industriels, quelles que soient leurs activités. On le fait depuis un peu plus d'1 an, où on le fait avec des collaborateurs qui étaient volontaires, qu'on a désignés, qui sont un peu des globetrotters et qui vont une fois par mois quasiment visiter autre chose et découvrir d'autres choses. Et ça fait un bien fou parce que c'est plus d'ouverture, c'est plus de facilité pour remettre en cause nos process, nos manières de faire depuis des dizaines d'années. Donc ça c'est un vrai levier, une vraie clé de succès, je pense, sur nos projets de transformation. Le deuxième, c'est l'engagement du management jusqu'au chef d'équipe. Et il y a un terme qu'on utilise souvent, nous, c'est la symétrie des intentions. C'est-à-dire que les projets de transformation qu'on est en train de mener sont des projets qui sont très exigeants pour le personnel. Eh bien, il faut que ce niveau d'exigence aussi, le personnel le renvoie à son management et que nous, on soit au rendez-vous. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, dès qu'il y a un irritant, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on soit au rendez-vous. Voilà, donc c'est la symétrie des attentions. Et le troisième point, je dirais, c'est travailler et s'imposer de travailler différemment avec des startups qui nous font, comme je disais tout à l'heure, un bien fou de travailler plus vite, de travailler de manière agile. Donc ça, c'est la troisième clé, c'est de ne pas travailler seul et travailler dans un système global avec des partenaires de type start-up en particulier, ou des écoles. Merci beaucoup Sébastien. Vos 3 clés incontournables. Alors le premier, c'est avec toutes les femmes et les hommes de l'entreprise. Le deuxième, c'est étendu, on l'a dit, du fournisseur au client, mais aussi à tout notre environnement avec l'ensemble de nos partenaires. Et le troisième, pour moi, de loin le plus important, c'est le plaisir. Le plaisir qui fait partie d'une des valeurs de notre entreprise. Antoine Raymond a tenu à ce que ça soit une de nos valeurs. On le vit tous les jours, le plaisir au travail. Et ce plaisir, il doit dépasser, pour moi, largement les frontières de notre entreprise. Et j'espère bien que ces projets Industrie du futur vont donner tout simplement beaucoup plus de plaisir à travailler dans l'industrie, que ça va permettre de redorer son blason. On en a bien besoin de façon à attirer vraiment tous les jeunes et qu'ils aient envie de se précipiter dans notre univers. Merci beaucoup à tous les 4. Vous restez avec moi. Max Blanchet, vous avez suivi l'ensemble de ces échanges. Je vous invite à me rejoindre pour une petite synthèse. Bienvenue, je vous en prie. Et vous aurez donc aussi en plus l'occasion de nous parler de vos 3 clés et de votre objet, j'en suis certaine. Je vous en prie. Très bien, écoutez, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Tous ces exemples montrent que ça avance et que ça avance vite. On voit des expériences qui sont très très convaincantes.
Et je pense qu'on peut réaliser aujourd'hui que c'est une révolution et pas seulement une évolution. Il y a une différence entre une révolution et une évolution dans le sens où la révolution, elle va nous faire quelque chose de différent. On ne cherche pas à optimiser la bougie, on cherche à aller vers l'ampoule électrique. On cherche à combiner en fait différentes ruptures technologiques qui sont la digitalisation, mais également les logiciels d'analyse de données et la robotique avancée. Ça fait 3 ruptures technologiques qui, en se combinant, vont permettre de faire cette révolution. Un petit peu comme à la première révolution industrielle où il y avait la télétransmission, donc l'électricité et le moteur à combustion qui a donné lieu à l'industrie qu'on connaît aujourd'hui. Donc on est vraiment en phase d'une nouvelle révolution qui va apporter des bénéfices très significatifs. On l'a vu sur le plan économique avec une performance en termes de ROCE, de gains de productivité, d'efficacité, qui peut être très substantielle et les exemples qu'on a vus le montrent. Deuxième élément très important, et j'ai bien aimé ce que vous avez conclu, c'est qu'on a l'opportunité de redonner une image très très positive de l'industrie, de remotiver les gens, les personnes pour cette industrie et de replacer finalement l'industrie, l'homme au milieu de l'industrie du futur. Ce n'est pas du tout une industrie qui sera automatisée. L'automatisation n'est pas la route de l'industrie du futur, c'est replacer l'homme au milieu de l'appareil de production avec un meilleur contrôle, non seulement une amélioration de la qualité du travail, mais aussi la qualité, le sens de son travail par un meilleur contrôle. Et puis enfin, le client également sera mieux servi par un meilleur engagement, une fiabilité. Alors tout ça, c'est bien beau, mais on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de facteurs de changement importants. Alors, on voit effectivement que ces facteurs de changement ne seront pas forcément au niveau, je dirais, du shop floor de l'usine. Les opérateurs sont plutôt accueillent avec beaucoup d'enthousiasme ce type de solution. On l'a vu dans ce qui était dit tout à l'heure. C'est plutôt les couches au-dessus ou les staffs de back-office, les managers dont le rôle va devoir évoluer. Donc là, il y a un certain nombre de freins au changement et qu'il faut absolument lever. Un deuxième frein important, c'est concernant la formation à toutes ces nouvelles compétences. Et c'est là qu'effectivement, il est important d'avoir derrière des plans de formation, des cartes de formation pour pouvoir parvenir à cela. Troisième élément, on en a peu parlé, la cybersécurité va devenir un point extrêmement important dans lequel, effectivement, ça peut être un élément très, très critique. Autre élément, c'est les infrastructures effectivement informatiques et la standardisation finalement des protocoles de communication. Quand demain on va vouloir interconnecter une usine avec son écosystème, ses fournisseurs, ses clients, etc., il va falloir que ça se parle dans des solutions ouvertes. Et je cite à ce titre les travaux du RAMI 4.0 que vous pouvez consulter sur Internet, auquel participe l'industrie 4.0 en Allemagne et la plateforme française pour essayer de créer ce type de standard pour pouvoir qu'un jour tout ça se connecte et permette un déploiement plus massif de ces solutions. Voilà. Et enfin dernier point important à lever, il n'y a pas d'industrie forte sans puissance publique derrière qui soutienne l'industrie. Et aucun pays industriel moderne n'a créé son industrie comme ça avec simplement les entreprises. Il est nécessaire d'avoir un appui effectivement de la puissance publique et d'un écosystème, à savoir des bons financiers qui sont proches, un soutien politique également qui soit proche, également en termes de formation, de recherche, etc. Et c'est avec ces 5 ingrédients que l'on crée un écosystème local qui peut faire émerger une industrie. Voilà, donc je pense que c'est des gros défis devant nous pour passer de la phase pilote, comme on l'a vu, essai très probant, convaincant, à la phase de généralisation qui sera vraiment la phase qui sera porteuse d'enjeux. Alors je anticipe la question. Alors, vos 3 clés, mais petites, peut-être juste avant les 3 clés, si je peux me permettre, Max, on a rencontré tout au long de ce salon beaucoup d'entreprises, grande taille, petite taille, mais qui hésitent encore fortement à rentrer dans cette industrie du futur. Alors finalement, de ne pas le faire ou de retarder, quelles seraient les conséquences ? Alors, les risques, effectivement, à ne pas y aller, effectivement, sont très, très significatifs. On a déjà vu aujourd'hui la glissade de l'industrie française, malheureusement,
au cours des 15 dernières années, une désindustrialisation extrêmement préoccupante, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc effectivement, on n'a pas le choix de ne pas y aller. Il faut y aller et c'est nécessaire d'avoir une stratégie de contournement également de nos problèmes de l'industrie d'aujourd'hui. Et l'industrie du futur permet justement de pouvoir y parvenir. Mais ça nécessite de lever un certain nombre de freins. Alors justement, sur mes petites astuces, la première, c'est tout d'abord ne pas partir uniquement de la solution technologique. On a vu dans le salon, on voit des cobots, des AGV, des tas de choses magnifiques. Il faut d'abord réfléchir et repartir de ce qu'on appelle ces pain points, comme disent les anglo-saxons. Ces points de non-performance. Qu'est-ce qu'on cherche à améliorer? Quels sont les points d'inefficacité qu'on voudrait améliorer pour passer à être plus compétitif? Parce que c'est vraiment au cœur de la question. Donc partir des pain points et à partir de la compréhension qu'on a des pain points, entre guillemets, choisir là où les solutions technologiques qui y répondent et non pas l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point important. Un deuxième conseil également, c'est que, bien évidemment, comme on le voit, ces types de solutions d'industrie du futur partent beaucoup de la base. Et c'est important, on implique les collaborateurs sur une ligne, une usine, on travaille avec eux des solutions. Donc en fait, on travaille sur, non pas l'usine du futur, mais le futur de l'usine. On améliore le futur de l'usine. Il ne faut pas oublier également d'avoir une autre approche qui serait la vraie usine du futur. Et assez peu d'exemples aujourd'hui existent de véritables usines du futur. C'est-à-dire on réinvente complètement un nouveau modèle. Et on évite, comme le disait tout à l'heure Sylvie, que des acteurs viennent, en réfléchissant le métier différemment, nous uberiser. Et donc il faut également avoir cette double démarche, à la fois remontante, bottom-up, locale, impliquant les collaborateurs, mais également aussi avoir une démarche complètement différente, impliquant un écosystème pour définir une vision, réinventer son métier de demain. Voilà, donc ça c'est le deuxième conseil. Et puis après, j'ai apporté un objet, alors c'est un objet, c'est une carte, voilà. Et c'est ma carte. Et j'aimerais bien que cette carte se transforme dans les 10 prochaines années, où justement elle montre la puissance industrielle des différents grands pays industriels. Et on voit malheureusement que la France apparaît à peu près aussi industrielle que la Grèce, ce qui ne fait pas forcément plaisir. Et donc j'aimerais bien que cette carte-là, quand je la représenterai dans 10 ans, eh bien, la France soit colorée en bleu. Et je pense que c'est parfaitement possible. Et pour faire ça, il faut non seulement être fort en France, et donc ça rejoint votre question sur le risque à ne pas faire, il faut d'abord faire soi-même cette industrie, cette transformation, pour après la vendre à l'international. Et associée à cette industrie du futur, on la présente bien souvent comme étant une solution pour optimiser sa compétitivité en France, d'accord ? Mais c'est également un levier extrêmement puissant pour aller conquérir des marchés émergents. Parce qu'une solution qui n'aura pas coûté cher en termes de capital engagé et qui sera extrêmement flexible, voyez, eh bien, elle est particulièrement adaptée pour aller attaquer un pays émergent dans lequel la demande est volatile, dans lequel on ne veut pas trop investir parce qu'il y a des risques, dans lequel on veut pouvoir après modifier son actif. Donc effectivement, c'est à la fois un double levier pour la compétitivité sur le sol national, mais également pour permettre de conquérir des nouveaux marchés. Et c'est en faisant ça, effectivement, qu'on améliorera notre capacité à exporter de l'industrie et qu'on redorera le blason de l'industrie française, que j'espère. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Max Blanchet pour cet échange. Merci à l'ensemble de nos intervenants. Je pense que vous pouvez les remercier fortement. Merci.